Merci beaucoup Stéphanie Rist. On vous retrouve bien sûr pour la table ronde dans quelques instants sur la modernisation et la simplification de notre système de santé, comment aller plus loin. En attendant tout de suite, eh bien, on a le plaisir d'accueillir, il est parmi nous, Alexandre Jost. Vous êtes le fondateur de la Fabrique Spinoza, qui est un think tank du bonheur citoyen. Alors, vous allez nous dire finalement comment être optimiste aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quand même une gageure pour le système de santé actuellement. C'est, on va dire, un vrai challenge. On a le plaisir de vous écouter. Merci Stéphanie. Effectivement, tâche difficile. Je vais essayer d'apporter un peu de joie, un peu d'espoir. Dans l'ordonnance générale numéro 555 du docteur Francis Picabia, je lis les choses suivantes. Ce docteur conseille 2 galas par semaine pendant 2 mois si possible, les mardis et samedis. Tous les jours après le golf, le tennis et le yachting, une tasse de thé aux ambassadeurs. Faire plusieurs petits tours au bar et au rat pour assurer le rythme du cœur. Prune, exercice dans la soirée et danse aux brumelles. Ce soir, comme alimentation, aiguillette de sol, etc. Et pour terminer, frivolité d'alcôve. Alors, et si cet artiste surréaliste avait raison? J'aimerais avec vous passer en revue des leviers sous-estimés de bonne santé et l'espoir qu'ils peuvent nous apporter. Comme il s'agit de voix pionnières, je vais être attentif à citer les sources auprès de vous, chers amis. Et je vais commencer par un premier levier qui est les relations humaines et les émotions. D'après la Fondation française de cardiologie, les personnes seules ou privées de relations sociales sont 2 fois plus susceptibles de développer des pathologies cardiovasculaires que celles qui ont des liens sociaux et des liens affectifs. Dans les cas extrêmes, on parle même du syndrome du cœur brisé. Ça s'appelle le Takotsubo. C'est un syndrome vasculaire aigu. Dans une étude qui a été publiée, non pas par des rigolos, par la New England Journal of Medicine, on voit que le taux de mortalité de cette maladie est de 3,7%, presque aussi élevé que celui des crises cardiaques dues à un infarctus du myocarde, qui est à 5,3%. On a donc un faisceau de faits convergents pour établir l'importance des relations sociales, des émotions dans le système immunitaire. Pour en passer un deuxième en revue, à nouveau, pour décaler le regard et apporter de l'optimisme, l'art, l'esthétique, le beau. D'après le neurologue Pierre Marquis, l'exposition à une œuvre d'art induit une diminution du taux de cortisol, vous savez, cette hormone responsable du stress, et puis provoque une augmentation de sécrétion de la dopamine. Le rythme cardiaque diminue. Alors vous vous direz, c'est bien sympathique tout ça, mais comment est-ce que ça atterrit dans notre système de santé? C'est quand même l'Institut de cardiologie de la Salpêtrière qui prescrit des visites au musée. On parle d'ordonnance muséale, et en particulier au château de Compiègne, c'est là qu'ils envoient leurs patients. Le phénomène qui est sous-jacent à ça, ça s'appelle l'empathie esthétique, et ça s'appuie sur ce qu'on appelle les neurones miroirs. Je vais regarder un troisième facteur avec vous, c'est celui de la nature. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la biophilie. La biophilie, c'est ce corpus scientifique qui fait converger neurosciences, biologie, tout un tas de psychologie positive pour examiner les bienfaits du vivant pour nous, êtres humains, qui sommes aussi partie du vivant. Et là, à nouveau, je m'appuie sur une revue solide, puisque dans la revue Science, dès 1984, c'est l'urbaniste et architecte Roger Ulrich qui fait état d'une guérison plus rapide des patients qui sont exposés à la végétation. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir entendu parler de cette étude. Elle est intéressante parce que, toute chose égale par ailleurs, des patients dans l'hôpital de Pennsylvanie ont été comparés entre ceux qui avaient une fenêtre ouvrant sur du béton, un mur en face, et ceux qui avaient une fenêtre ouverte sur la couronne d'arbres extérieurs. Et on s'aperçoit que quelques jours après une opération identique pour l'ensemble des patients, ceux face à la nature ingurgitaient 2 fois moins d'analgésiques puissants, demandaient moins de soutien psychologique, mais surtout sortaient en moyenne 1 jour plus tôt que les autres. On est en train de dire qu'on ne parle pas de l'épaisseur du trait, on parle de quelque chose de significatif. Dans la revue Environmental Health and Preventive Medicine, qui a été une étude qui a été publiée au Japon en 2010, 3 jours passés en forêt augmenterait significativement l'activité des cellules tueuses, les fameuses NK, vous savez, celles qui sont impliquées dans la lutte contre les cancers. Et ces effets-là dureraient pendant 1 mois. On parle aujourd'hui de prescrire des bains de forêt. Alors, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont sous-estimés. Il y en a des connus comme l'alimentation, le sommeil. Référez-vous au très bon rapport de Terra Nova
le sommeil, un enjeu de santé publique, le sport, évidemment. Vous vous souviendrez que depuis décembre 2016, eh bien, le 30 décembre, un décret a été promulgué qui autorise à prescrire de l'activité physique à des patients. Et puis, il y en a des moins envisagés encore. Il y a le sexe. Le docteur Picabia, l'artiste, prescrivait des frivolités d'alcôve. On est en train de découvrir que l'activité sexuelle protège contre certains cancers. La pleine conscience, le docteur John Kabat-Zinn fait arriver cette pratique jusqu'en France, à l'hôpital Sainte-Anne. Et puis, des choses comme la relation aux soignants également. C'est l'université de Montréal, sa faculté de médecine, qui développe un programme de patients partenaires. Madame la députée, vous parliez de donner plus de place aux patients, et ces programmes-là de patients partenaires sont très prometteurs. Et puis enfin, disons que n'oublions pas que la relation aux soignants est profondément impactée par comment se sent le soignant. Et j'aimais bien votre lapsus tout à l'heure, redonner plus de place aux soignants. Là-dessus, interrogeons-nous sur comment favoriser leur épanouissement ou diminuer leur souffrance, rémunération, organisation, reconnaissance. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, où est-ce que je veux en venir pour conclure? Eh bien, je suis en train d'essayer de vous apporter, en cette période trouble, de l'optimisme en disant qu'on a un changement de paradigme qui est possible à produire. Aujourd'hui, on se focalise sur l'agresseur, sur le coronavirus. On n'a pas encore de vaccin, on l'espère, on l'attend, on y croit tous. On espère qu'il va arriver vite. Nos soins aujourd'hui se résument essentiellement à aider l'organisme à combattre, à le soutenir pendant que le patient se défend. C'est ce qu'on fait en réanimation et ça ne marche pas si bien que ça en termes de pourcentage, même si on a des gros progrès de prise en charge depuis le début de l'épidémie. Et si on explorait tous les moyens possibles pour soutenir le patient? Ça serait tentant de dire on restreint ça avec un mot comme la prévention, mais en fait, c'est plus que ça. Il s'agit de mettre à profit un éventail très large et puissant de leviers pour accompagner la vitalité de l'individu, y compris lorsqu'il se bat contre un agresseur. Alors, je terminerai en disant que la Fabrique Spinoza lance une étude en 2021, deuxième trimestre, qui s'appelle La santé positive, ou les leviers sous-utilisés de la santé. Ce que j'ai partagé avec vous, c'est une conviction. Ce ne sont que des recherches préliminaires. On a besoin de soutien. Rejoignez-nous, on a besoin de fonds, d'experts, de chercheurs. Contactez-moi ou la Fabrique Spinoza. Et pour terminer, en termes d'optimisme, on a besoin de mettre toutes les chances de notre côté pour vaincre l'épidémie et pour réinventer notre système de santé. Et ça passera par la prise en compte de tous ces facteurs et de tous ces leviers disponibles, notamment ceux qui décuplent l'efficacité de nos soins techniques conventionnels. Et je terminerai en vous souhaitant une bonne santé à tous et plein de vitalité pendant ce colloque, chers amis. Merci beaucoup. Merci Alexandre Josse pour justement, on va dire, tous ces bons conseils et effectivement des propos assez novateurs et sur lesquels je pense que ça mérite qu'on s'attarde et qu'on développe peut-être davantage les pistes que vous avez indiquées. Merci encore Je vous en prie. d'avoir été parmi nous aujourd'hui.